Alors d'accord, monsieur le ministre, vous parliez tantôt du binôme café-cacao. Effectivement, pour le chapitre 3, nous avons choisi ce secteur-là pour l'illustrer. Alors, les projets de réforme de l'agriculture initiés par le gouvernement ont véritablement démarré en 2012 avec le secteur café-cacao. Un an après la réforme, l'on s'interroge sur ses effets sur les producteurs et les activités gouvernementales. Francis Boifo. L'absence d'investissement, de vieillissement des plantations, avec l'appauvrissement des populations et la recrudescence d'un certain nombre de maladies. Voilà des raisons à l'origine des réformes dans l'agriculture. Ces réformes portent pour l'essentiel sur les productions d'exportation avec pour priorité le binôme café-cacao. Le 3 octobre 2012, la réforme rentre dans sa phase active avec l'ouverture de la campagne cacao. Le prix Borchamp est fixé à 725 francs CFA sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Comme promis par le gouvernement, il représente 60% du prix CAF, c'est-à-dire coût, assurance et fret. 22% de ce prix revient aux intermédiaires et 18% à l'État de Côte d'Ivoire. Un mois après, il est fixé le prix du kilogramme de café. Il s'élève à 620 francs CFA, soit 20% de plus que l'an dernier. Même si la campagne intermédiaire du cacao en 2013 a vu le prix du kilogramme de cacao baisser de 25 francs CFA, l'on enregistre plusieurs avantages relatifs à la réforme du secteur café-cacao durant la campagne 2012-2013. Les producteurs ont gagné, ils ont eu un prix garanti stable le long de la campagne. Ce qui est extrêmement important, imaginez-vous du jour au lendemain, vous ne savez même pas ce que vous allez avoir comme salaire. L'État a distribué plus de 800 milliards de francs CFA aux producteurs. Outre le café et le cacao, d'autres productions d'exportation, notamment l'EVA, le palmier à huile et le coton, sont concernés par les réformes. Le coton a beaucoup souffert de la crise depuis 2002. Les paysans ont perdu leur outil de production. Les semences, les structures de production de semences ont disparu. La recherche agricole n'était pratiquement inexistante. Les mesures urgentes prises par le gouvernement permettent aujourd'hui de relancer la production cotonnière dans la zone des savanes. En ce qui concerne deux autres spéculations, le palmier à huile et l'EVA, le 7e plan EVA a été déjà validé et il prévoit donc le doublement des surfaces. Près de 300 000 hectares supplémentaires qui vont permettre de produire 600 000 tonnes de latex. Nous sommes en train de mettre en place le 3e plan palmier qui va lui aussi permettre de passer de 417 000 tonnes d'huile à 800 000 tonnes d'huile de palme. Eddie Mosson de Radio Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors nous allons tout de suite attaquer dans la dynamique de l'organisation du secteur agricole. Ouais, ouais. À ce niveau, on a connu, au niveau du binôme café-cacao, la fille aînée de l'agriculture, la caisse de stabilisation et de soutien des prix. Ensuite, il y a eu la libéralisation avec des structures autonomes. Et récemment, la nouvelle réforme inspirée par le discours du programme du président de la République qui a conduit donc à la mise en place du Conseil café-cacao. Où situez-vous, monsieur le ministre, cette nouvelle réforme par rapport aux deux expériences connues? Excellente question. La présente réforme tire avantage des expériences des deux dernières réformes. Elle a emprunté à l'une et à l'autre ce qui a bien marché pour constituer la troisième. Je vais vous donner quelques exemples. Dans l'ancienne réforme, on avait une structure unique. Cette réforme a une structure unique. Par contre, dans la libéralisation, c'était les opérateurs qui avaient en charge la gestion de la filière, l'interprofession. Cette fois-ci, ce n'est pas l'interprofession, c'est l'interprofession et l'État. Dans l'ancienne, c'était l'État seul, avec une structure unique. À la libéralisation, c'était l'interprofession. Maintenant, ici, vous avez une structure unique, mais gérée de manière paritaire entre l'État et l'interprofession. Ça, c'est au niveau de la gouvernance. En ce qui concerne la stabilisation du prix, le prix au niveau de la caisse, la première caisse, on avait un prix stable. Là aussi, on a un prix stable. Et c'est une vente anticipée à la moyenne. Donc, c'est quelque chose qui avait marché par le passé, qui a été reconduit aussi pour cette fois-ci.
Donc voilà déjà, pour ne citer que ces deux exemples, vous allez voir que l'actuelle réforme au niveau de la gouvernance a emprunté à chacune des expériences ce qui a le mieux marché. Et dans la caisse de stabilisation ancienne, on a reproché à cette caisse de n'avoir pas été transparente. Cette fois-ci, les comptes de la caisse sont connus de tout le monde et les acteurs savent à quel niveau se trouve le fonds de stabilisation. Donc vous voyez, donc on a essayé vraiment d'emprunter à chacune des réformes ce qui a le mieux marché pour faire la nouvelle réforme. Étant entendu que ce qui est clair pour le président de la République, c'est que, bon an, mal an, quelle que soit la situation, il faut qu'une fois que le prix café est fixé, le paysan ait 60% de ce prix. Ça, par contre, c'est nouveau. C'est nouveau. Et c'est ce qui est respecté jusqu'à présent. Donc, on a un prix stable, mais 60% de ce prix respecté. Parce que, pourquoi le président a institué cela? Parce que dans la dernière réforme de la libéralisation, lorsque le prix café était connu, ben, chacun se servait. Et après, ce qui restait, on disait, c'est le prix servi aux paysans. Et on ne se gênait même pas de l'appeler le prix résiduel. Bon, donc le président estime que ça, c'est inacceptable. Ça ne se justifie pas au plan économique, encore moins moralement. Donc, celui qui est à la base de la création de la richesse peut pas être le dernier servi. Au point où j'ai posé la question de savoir quelles étaient les charges d'exploitation d'un producteur de cacao, personne ne pouvait me répondre. Donc, vous savez, donc si on va jusqu'à ce niveau, on ne peut pas espérer continuer d'avoir du cacao parce que celui qui produit du cacao devient de plus en plus pauvre. Vraiment, je dois vous dire que c'est l'axe majeur de cette réforme. Donc il y en a deux. Faire en sorte d'introduire de l'équité, comme je l'ai dit, mais pas de l'égalité, parce que c'est normal que celui qui crée la richesse ait le maximum. Et ensuite, de donner un prix stable, parce que le paysan, on ne peut pas l'exposer aux fluctuations prononcées du cours des matières premières. Voici en gros. Et sur la gouvernance, il faut que ce soit une structure unique, qui ne soit pas budgétivore, qui soit efficace. C'est ce qui a été fait. Et je crois qu'aujourd'hui, les producteurs réclament leur place par rapport à ce qui leur avait été promis, puisqu'il était dit qu'après les travaux de la réforme, dans la filière, les producteurs devraient avoir leurs représentants pour la création d'une interprofession. Tout à fait. Et là, on dirait que je vous ai dit, c'est pas respecté. Non, dans le conseil d'administration actuellement, c'est paritaire. Vous avez 6 représentants de l'État et 6 représentants de l'interprofession. L'interprofession, il y a les producteurs, les transformateurs et puis les exportateurs. En ce qui concerne les producteurs, l'État a désigné des producteurs de manière transitoire en attendant qu'au niveau du collège des producteurs, un recensement qu'ils sont en train de conduire puisse s'achever et qu'entre eux, ils puissent eux-mêmes désigner leurs représentants. Voilà ce qui a été fait. Et je crois que ce travail est en cours et dès que c'est fait et que les producteurs désignent leurs représentants, ils vont prendre place au sein du Conseil. Donc, dans tous les cas, vous voyez que les professionnels siègent au Conseil de manière paritaire avec l'État. Voilà. Alors, monsieur le ministre, on était surpris un peu lorsque vous annonciez que le binôme café-cacao venait au niveau des spéculations en 7e position. Je suis sûr que plus d'un Ivoirien a dû tiquer, puisque le binôme café-cacao est la fille chérie du gouvernement. Ah oui, non, entendons-nous bien, j'ai dit en termes de distribution de la richesse. Vous voyez, mais en termes de recettes d'exportation, c'est le café-cacao, mais en effet, qui vient en première position. Si vous prenez une filière dont on ne parle pas beaucoup, comme l'igname, l'igname implique des millions de petits producteurs. Et les ressources qui sont tirées de cette filière sont directement captées par des milliers de petits gens qui sont dans le petit commerce, ceux qui ont les bâchers pour faire du transport de l'igname, ceux qui ont des... Vous savez, ça distribue énormément d'argent. Donc ça contribue de manière plus efficace à la distribution d'argent à plusieurs personnes que la filière café-cacao. C'est ce que j'ai dit. Mais en termes de recettes d'exportation, la filière café-cacao, évidemment, vient en tête. Et puis, ça ne veut pas dire que la filière café-cacao ne contribue pas à la distribution de la richesse. Regardez, parce qu'avec la réforme, au bout des 6 premiers mois, c'est près de 800 milliards de francs CFA qui ont été distribués chez les producteurs. Ceux-là, ce sont les consommateurs. Et c'est ce qui engendre la croissance. Alors nous allons voir d'autres spéculations
où on fait beaucoup de bruit, c'est-à-dire l'anacarde, où vraiment il y a de la, excusez-moi le terme, il y a de la pagaille. Pourtant, cette spéculation s'est imposée par son intérêt économique et qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde veut presque faire de l'anacarde. Alors, les réformes, monsieur le ministre, la stratégie a été adoptée le 22 mars. À quand la mise en forme opérationnelle de cette réforme? Nous espérons la mise en œuvre opérationnelle pour la saison prochaine en 2014 parce que les équipes sont en travail. Ils sont en train de travailler sur le document d'opérationnalité. Savez-vous que pour la réforme de la filière café-cacao, on est passé aussi par là. Il y a eu d'abord une étape où nous avons fait adopter les orientations de cette réforme et puis après, il y a eu des négociations sur le document d'opérationnalité qui ont d'ailleurs traîné, qui ont fait croire à un moment donné qu'on ne pourrait pas parvenir à un accord, mais on a pu parvenir à un accord entre les acteurs parce que ce sont des négociations finalement qui étaient conduites par l'actuel Premier ministre, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, et nous sommes parvenus à mettre les uns les autres d'accord sur le mode opératoire de cette réforme. C'est la même chose qui est en cours pour la filière coton anacarde et ils nous ont promis qu'en septembre, il y aura un atelier pour adopter ce document. Après son adoption, normalement, cette réforme devait rentrer aussi en vigueur dès 2014, nous l'espérons. Monsieur le ministre, vous avez parlé de l'achat de l'anacarde par les Indiens et autres, mais l'anacarde de la Côte d'Ivoire se vend aussi au Ghana et au Burkina. Il semble que c'est le moindre mal qu'on aurait ouvert des couloirs économiques. C'est avec l'accord de l'État. Alors, d'abord, je vous dis 80% de la commercialisation de l'amande de la noix en Afrique, c'est l'Inde et le Vietnam. Même si la noix de cajou de Côte d'Ivoire passe par le Ghana ou le Burkina, ça finira en Inde ou au Vietnam. Vous pouvez être sûr de cela. Deuxièmement, les couloirs économiques, vous savez, pour la campagne passée, il y a eu des stocks invendus, pour lesquels nous avons un opérateur du Burkina qui a une usine, qui a approché l'ARECA pour leur demander d'avoir de la production à partir de notre pays. Vous savez, ce que nous devons privilégier, c'est ce que gagne d'abord le producteur. Et puis, bien sûr, les taxes que l'État va prélever. Donc, avec l'accord de la douane, l'ARECA a négocié que les produits puissent partir pour que les paysans puissent gagner leur argent et que l'État puisse avoir son prélèvement. Je crois que c'est le but de l'exercice. Si c'était au cordon au niveau du port, ça aurait été la même chose. Ce qu'il faut déplorer, c'est quand les produits sortent sans que l'État ne puisse percevoir les taxes et que cela se fait au détriment aussi des producteurs. Au niveau toujours de cette spéculation, l'Inde et le Vietnam qui achètent nos produits bruts sont aussi des producteurs de la noix de cajou. Tout à fait. Alors donc pour nous, c'est la commercialisation et la transformation qui s'imposent. Tout à fait. Et pour cela, il faut donc sensibiliser les paysans à pouvoir s'approprier les réformes qui vont suivre. Qu'est-ce qui est fait au niveau de la communication à ce niveau? D'abord, je pense qu'une fois qu'ils vont adopter le document d'opérationnalité, ça va se faire avec tous les acteurs de la filière, ne croyez pas, les producteurs, les transformateurs et puis les exportateurs. Ils vont se mettre d'accord sur le mode opératoire de cette réforme. Donc déjà, ça serait une bonne occasion pour que les uns et les autres soient sensibilisés. Ça, c'est la première chose. Ensuite, comme nous l'avons fait dans le cadre de la réforme de la filière café-cacao, une fois que le document opérationnel était prêt, nous avons nous-mêmes tourné à l'intérieur du pays, à San Pedro, pour essayer de donner les grandes lignes de la réforme. Et après, le relais a été pris par le Conseil du café-cacao avec ses agents sur l'ensemble des zones de production. Je pense que c'est la même chose qui sera faite en ce qui concerne le coton et l'anacarde. Oui, le coton et l'anacarde. Vous avez parlé de pagaille tantôt. Moi, je voudrais bien comprendre. Est-ce que ce n'est pas l'implication de l'État dans l'organisation des producteurs qui crée souvent ces incompréhensions? Bon, moi, je pense que quand l'État intervient, c'est au contraire pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de pagaille. Par exemple, l'État a besoin d'un interlocuteur. Je vous dis, nous avons... Oui, mais justement, dans le choix des interlocuteurs, il y a certains qui se sentent... Oui, mais nous devons avoir une base pour savoir qui est le représentatif. Pour cela, l'État, c'est pour ça que je dis que nous sommes en train de faire un travail d'assainissement à la base. Parce qu'on partait de coopératives.
Or, tout le monde sait qu'à la longue, ces coopératives sont devenues pour la plupart des coquilles vides. Donc vous avez, quand vous adressez à quelqu'un qui se réclame d'une coopérative, vous avez des chances que vous vous adressez à tout, sauf à un producteur. Donc ce que nous avons souhaité après, c'est qu'on puisse avoir donc, ce fichier de base qui va indexer chaque producteur sur son exploitation. Et à partir de là, les coopératives qui se créent, on saura qu'elles sont créées sur des fondements. Et sur cette base, les coopératives vont se regrouper, aller en union de coopératives jusqu'à des fêtières. Et ce sont ces fêtières-là, par filière, qui seront les interlocutrices de l'État. Voilà comment est-ce que ça s'organise. Et pour cela, il y a déjà une loi sur les interprofessions. Dans l'interprofession, nous devons avoir une interprofession par filière. Dans l'interprofession, vous avez le collège des producteurs, le collège des transformateurs et le collège des exportateurs. Et en général, les deux autres collèges s'organisent très vite parce que c'est des professionnels, ils sont moins nombreux. Là où ça prend du temps, c'est au niveau du collège des producteurs. Mais croyez-moi, une fois qu'ils sont organisés, l'interprofession est mise en place. Et s'il y a une interprofession, l'interlocuteur de l'État, ça va être l'interprofession, au sein de laquelle vous avez tous les acteurs de la chaîne de valeur de la filière. C'est comme ça que nous comptons régler le problème. Et d'ailleurs, l'État pourra concéder un certain nombre de services à cette interprofession. Parce que pour que l'État vous reconnaisse comme interprofession, il faut que vous représentez au moins 50% de la production et 50% des producteurs. Une fois qu'on a la preuve qu'il y en a ainsi, on se dit que l'interprofession est représentative. Et il ne peut y avoir qu'une interprofession par filière. C'est comme ça que nous allons structurer le monde paysan. Je crois que c'est un passage indispensable, je peux vous dire. Quand on suit un peu l'historique du secteur, on se rend bien compte que quand l'État s'est retiré, la seule chose qui a manqué, c'est que le secteur n'était pas encore structuré. C'est pour ça que les réformes qui ont suivi ont eu peu de succès. Ce n'est pas parce qu'elles n'étaient pas bien pensées, ce n'est pas parce qu'elles ne tenaient pas. Elles pouvaient tenir, mais elles étaient assises sur un monde agricole qui n'était pas suffisamment structuré. Nous pensons qu'on ne peut pas faire l'économie de structurer le monde paysan et le secteur agricole. C'est pour cela que nous avons fait adopter cette loi sur les interprofessions et comme ça, l'État pourra concéder un certain nombre de services aux interprofessions et se replier sur son rôle d'acteur, de facilitateur du développement et sur son rôle régalien. Mais est-ce que vous pensez que cette loi va être acceptée? Déjà, la première loi sur les coopératives, il fallait avoir au moins 7 membres. Ça n'a pas pu être accepté par les paysans et aujourd'hui, vous leur imposez une autre loi qui va s'apparenter à la loi de l'OADA, monsieur le ministre. Dernière question, Eddy Mousson. Non, Eddy Mousson, là, je ne comprends pas votre question. Alors, il faut que les choses soient claires. Moi, je vous dis, déjà, dire que les paysans n'ont pas accepté la loi de 97, vous savez, il y a près de 4000 coopératives. Oui, donc 4000 coopératives, d'ailleurs c'est une inflation de coopératives. Donc c'est par la loi de 97 qu'on a eu tant de coopératives. Donc on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas accepté la loi sur les coopératives. Ça c'est d'un. De deux, la loi sur les interprofessions, peut-être que pour ne pas me répéter, vous savez, l'État doit faire le relais aux professionnels. Vraiment chacun doit faire son boulot. Les interprofessions doivent jouer leur rôle. Et c'est eux qui vivent de leur métier. Je pense qu'il faut que notre agriculture aille définitivement dans ce sens. Je peux même vous dire que même la réforme de la filière café-cacao, il n'est pas exclu qu'un jour l'État se retire définitivement et laisse l'interprofession prendre en main les choses. Le jour où ils seront à mesure donc, de prendre le relais. Donc c'est important qu'on puisse structurer les filières, au moins cela. Ça, je pense qu'eux-mêmes en demandent, parce qu'il faut que le rôle soit clarifié entre eux et l'État aussi. Et c'est par ces interprofessions qu'on peut clarifier le rôle des uns et des autres. On va prendre une question de Caroline Da Silva. Voilà. Alors, M. Koné Lansina nous appelle de Daloa. Il dit « Le ministre ne parle que des bailleurs de fonds. Il faut qu'il puisse rassurer qu'il compte aussi sur les petits producteurs. » Et puis on termine par M. Niplé. Il parle de la filière coton. Voilà, il aurait entendu dire que la CIDT serait privatisée. Il souhaiterait savoir si c'est une rumeur ou une réalité. Et il trouve aussi que dans cette filière, il y a vraiment du désordre, c'est l'anarchie totale. Est-ce qu'il y a une politique pour remédier
à ces problèmes et puis mettre de l'ordre dans la filière. Je pense qu'on pourra s'arrêter là. Je ne sais pas si ce sont des questions qui rentrent dans votre cadre de discussion, mais bon. Pour la pagaille, le ministre a déjà répondu. La pagaille. Enfin, la pagaille dans les filières. Ah, ok. Puisqu'il parlait de désordre encore. Alors, les petits producteurs, celui qui a posé la question sur les petits producteurs a raison. Les petits producteurs jouent un grand rôle. Moi, j'ai vérifié mes chiffres. Vous savez, 80% de l'alimentation mondiale aujourd'hui est assurée par les petits producteurs. On a 3 minutes, monsieur le ministre. Ah, on a avec 3 minutes. La préoccupation. Bon, oui. Alors, donc, sur cette question, je dois dire que aujourd'hui, il s'agit de consolider en réalité les petits producteurs. Il ne s'agit pas de substituer les petits producteurs par des multinationales. Et d'ailleurs, dans le cadre de l'IG8, les orientations sont très claires. Donc, nous appelons à l'investissement privé, mais cet investissement privé, comme ils le disent dans le jargon, doit être un investissement responsable. Ça ne doit pas se faire au détriment des petits exploitants. Donc, soyez sûrs, les petits exploitants ont une place de choix dans le programme national d'investissement agricole. La CIDT sera privatisée, certainement, tôt ou tard, parce que le processus doit aller jusqu'au bout, parce que c'est un processus de privatisation qui a commencé, et ce qu'on est là aujourd'hui, on appelle la CIDT résiduelle. L'État s'est désengagé de la production, mais l'État va aller forcément au bout de sa logique. Mais je ne pourrais vous dire quand. Alors, monsieur le ministre, une dernière question et vous donnez votre conclusion. S'agissant du vivrier, les acteurs ont souhaité que l'État les aide à avoir des moyens de locomotion pour pouvoir écouler aisément leurs produits et réduire le coût de ces denrées. Seront-ils pris en compte dans le cadre du PNIA et comment cela va se faire? Et vous donnez votre conclusion en même temps. Je pense que les dames qui font le vivrier ont raison parce qu'elles ont une contrainte. Ce qu'elles disent, c'est que au moment où elles doivent évacuer les produits vivriers, les transporteurs sont intéressés par d'autres produits qui sont beaucoup plus rémunérateurs. La première des choses, c'est les pistes, en réalité, qu'il faut régler. Et moi, je dis aux dames, c'est un métier que d'être transporteur. C'est un métier en soi. Donc, ce qu'il nous faut régler, c'est vraiment les pistes. Une fois qu'on a réglé les pistes, qu'on a les magasins de stockage, je pense qu'on peut prolonger la durée de vie des produits alimentaires et leur travail sera facilité. Et les transporteurs seront plus enclins à aller transporter le produit. Je crois plus à cette solution. Et je vous ai dit qu'il y a 10 000 km linéaires qui sont en cours de réhabilitation et qu'il y a 114 magasins qui sont en cours de construction. Donc, ce sont des choses qui vont aider les dames du vivrier. J'en suis convaincu. Et votre conclusion après cette émission, monsieur le ministre? Je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous nous avez donnée de parler du secteur. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons un programme d'investissement parce qu'il était temps qu'on retourne à l'investissement dans le secteur. Et nous souhaitons simplement que ce projet-là soit un projet commun. C'est sûr que si ça reste le projet du ministre de l'Agriculture, c'est plus difficile. Mais si c'est un projet commun, parce qu'on a signé un pacte, il n'y a pas que l'État. Il y a l'État, il y a la CEDEAO, il y a l'Union africaine, il y a les OPA, les organisations professionnelles agricoles, les ONG et même la société civile. Il faut que le pacte puisse fonctionner et bien entendu, au niveau aussi de l'État, il faut que les intentions ou bien les annonces de l'État soient suivies des faits et je pense qu'il n'y a pas de raison que nous ne croyons pas que ces annonces soient suivies des faits. Je voudrais rassurer le secteur privé qui a manifesté un enthousiasme autour de ce programme. Ainsi prend fin notre émission. Merci, chers confrères. Merci, monsieur le ministre. Nous vous attendons sur d'autres sujets, notamment la question foncière. Prochain rendez-vous de RTI 1 reçoit avec le ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Babo Odaré. Bonsoir chez vous.